Parmi les élèves de seconde, quels sont ceux qui étaient là l'an dernier déjà? D'accord, merci. Je vais me répéter. Et moi, je vais répéter aussi un peu les choses, mais ça fait rien. Serge Chalandon est à la fois journaliste et puis écrivain. Il était journaliste au journal Libération. Il est resté 33 ans. Il était aussi grand reporter, c'est-à-dire qu'il a couvert en particulier tous les conflits, les grands conflits militaires en Afghanistan, en Palestine, en Irlande. On aura l'occasion d'en reparler. Et il a reçu également, avant de devenir écrivain, il a reçu le prix Albert Londres, qui est le grand prix de la presse journalistique. Albert Londres était un grand reporter aussi. Et il a reçu ce prix donc en 1988 pour sa couverture de la guerre d'Irlande, justement, et pour la couverture du procès Barbie. Ensuite, il a occupé le poste de rédacteur en chef adjoint à Libération. Et puis il va commencer à écrire ses romans. Il va devenir écrivain. Donc ses principaux romans, ce sera le Petit Bonzi en 2005, ensuite Une promesse en 2006, pour lequel il va recevoir un prix littéraire, le prix Médicis. Mon traître en 2008, dont un certain nombre ont déjà entendu parler et ont lu, et qui était la raison de sa venue l'an dernier. Et puis La légende de nos pères en 2009, qui a trait également à la guerre, mais pas la guerre d'Irlande. Et Retour à Quilibex, enfin, en 2011, qui est le livre qui est donc paru cette année, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Ces romans mettent souvent en scène des personnages qui sont assez proches de lui, comme Antoine, le luthier de Montrettes, ou proche de sa vie ou de personnes qu'il a connues. Ils font aussi souvent référence à la guerre et à son expérience de grand reporter, à tout ce qu'il a pu voir dans les conflits. Il évoque souvent le quotidien des petites gens, c'est qu'il aime bien Simenon en particulier. Les souffrances, la guerre, le mensonge font également partie de ses principaux thèmes. Mais c'est en couvrant le conflit irlandais qu'il va devenir amoureux de l'Irlande du Nord, de son peuple, de sa langue, et qu'il va soutenir pleinement sa cause contre les Britanniques. La guerre d'Irlande tient donc une place importante dans sa vie, dans son œuvre. Il a dit qu'il s'était « Je me suis attaché à comprendre les peurs dans les deux camps ». Et l'an dernier, il était donc venu à Fénelon pour parler de son métier, de son œuvre, et en particulier de son traître, de son livre Mon traître, le roman. Il avait dit que effectivement, il y avait un autre livre qui était en œuvre, qui était plus qu'en préparation, il était en œuvre. Vous avez bien dit que ce n'était pas une suite à Mon traître, et que c'était une façon de comprendre. D'essayer de comprendre comment celui qu'il avait connu pendant si longtemps, qui avait été son ami, avait pu trahir donc la cause de ses compatriotes irlandais. C'est au départ quelque chose de vrai, c'est-à-dire d'un républicain irlandais qui a vraiment trahi pendant 20 ans au profit des Britanniques. Et lorsqu'il a révélé ce qu'il avait fait, ça a été une grande stupéfaction pour tous ses amis. Et donc, dans Retour à Quilibex, en fait, je voulais simplement vous demander pourquoi est-ce que vous avez voulu donner la parole à un traître. Merci. Bonjour. D'abord, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute de date. Il n'y a pas de faute de prononciation, parce que enfin j'entends Quilibex. Les gens disent Quiliberg, Quilibergler, Quilibex. Donc je suis ravi d'être dans un lieu où le nom n'est pas écorché. Donc je suis venu l'année dernière, donc peut-être que certains s'en souviennent, mais ce que je voulais vous rappeler, c'est que moi j'ai été reporter de guerre pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai couvert des conflits militaires. L'Iran, l'Afghanistan, le Liban.
Et je me suis toujours dit que je n'écrirais jamais, mais peut-être que je l'ai dit ça, mais je me répète un petit peu, mais vous n'étiez pas tous là, mais je m'étais toujours dit que jamais je ne parlerai de la guerre dans un roman. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse de parler de la guerre, c'est dégueulasse, je trouve, moi, de faire de la vraie guerre un roman. Il y en a qui le font bien, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis journaliste. Quand je suis dans un lieu où il y a la guerre, où il y a des gens qui meurent en vrai, où il y a du sang en vrai, où il y a des bombes en vrai, où il y a des enfants qui meurent, ça, c'est pour mon journal. C'est pas pour faire un roman. Et c'est pas pour me mettre en scène, moi, dans un roman où on parle d'une guerre qui est vraie. Donc, je l'ai jamais fait. Je n'aurais jamais écrit sur l'Irlande si je n'avais pas été touché personnellement par quelque chose de fort. Et ce qui m'a touché personnellement, c'est la trahison d'un copain. Quand je suis arrivé en Irlande, j'étais jeune, la première fois j'avais 19 ans, et à 19 ans, j'ai rencontré des gens de mon âge, qui étaient des combattants irlandais, des gens qui refusaient que les Britanniques soient en Irlande du Nord, qui disaient l'Irlande c'est notre pays, nord et sud, il y a une seule Irlande, cette frontière elle ne sert à rien, on va se battre pour que cette frontière elle saute. Et les Britanniques qui sont ici, l'armée britannique, on va les combattre. Et parmi ces gens que j'ai rencontrés quand j'avais 19 ans, il y en a plein qui sont devenus des copains, qui sont devenus des amis, qui sont devenus comme des frères. Et un que j'ai rencontré un peu plus tard, qui s'appelait Dennis, et lui est devenu encore plus proche que les autres, parce que c'est ce genre de personne qui vous explique tout. C'est un copain, puis en même temps c'est comme un prof attentif qui vous explique pourquoi ils se battent, qui vous explique ce que c'est que la littérature irlandaise, ce que c'est que la musique, ce que c'est que ces uniformes-là, qui vous explique pourquoi aussi, c'est très grave, mais pourquoi ils tuent. C'est compliqué d'expliquer pourquoi on tue. C'est une des choses les plus complexes du monde, parce que c'est insupportable, c'est indicible, c'est inaudible. Il y a des gens qui vous expliquent pourquoi ils en sont réduits à tuer. Ils disaient, Dieu nous a fait des catholiques, le fusil nous a fait égaux. C'est ça, la guerre en Irlande. Et ce copain, Dennis, moi pendant 20 ans, je l'ai suivi, je l'ai aimé, il était proche de ma famille, j'étais proche de la sienne, et pendant 20 ans, c'est l'une des personnes en qui j'avais le plus confiance sur l'Irlande, dans ce pays, dans ce combat. En fait, Dennis, c'était un traître. Pendant 20 ans, il travaillait pour l'armée britannique, pour la police d'Irlande du Nord, pour les services secrets anglais. C'est-à-dire que être traître en temps de paix, on sait ce que c'est. Le copain qui pique une copine ou la copine qui pique un copain, c'est douloureux, c'est ignoble, mais on survit à ça. Être traître en temps de guerre, ça fait des morts. Et donc ce copain, cet ami, ce frère, c'est un traître en temps de guerre. Et c'est pour ça que j'ai écrit Mon traître, parce qu'en décembre 2005, on a tous appris brusquement que Dennis, le grand Dennis, le héros Dennis, le combattant Dennis, le militant Dennis, en fait, c'était quelqu'un qui travaillait pour l'ennemi, pour les autres. Donc ce qui veut dire concrètement que sa femme s'est réveillée pendant 30 ans à côté d'un homme qui n'était pas le bon. Ça veut dire que ses amis ont fait confiance à un homme qui n'était pas le bon. Ça veut dire que tous les combattants qui combattaient avec lui se demandaient si l'ennemi était dans la rue en face. Non, l'ennemi il était là. Il était à la table familiale, il était dans le pub avec eux, il était dans la maison avec eux, et il était dans mon cœur aussi. Donc j'ai écrit Mon traître, et Mon traître c'est un roman. Alors c'est quoi un roman? Moi j'avais la possibilité soit de faire un reportage ou une enquête journalistique. Je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que, si vous êtes journaliste un jour, si l'un de vos copains extrêmement proches tombe, s'il a fait une connerie, s'il est tué, s'il a fait je ne sais pas quoi, en tout cas, quelque chose qui n'est pas bien, aucune personne proche de quelqu'un pourra faire un reportage sur lui ou une enquête sur lui. C'est impossible. Donc j'ai choisi le roman parce que c'est un moyen de prendre un masque d'abord, et c'est le moyen de m'éloigner un petit peu de la réalité. Donc j'ai écrit Mon traître, et quand j'ai écrit Mon traître, Dennis vivait, il était vivant. Dennis a été exécuté, assassiné, abattu comme un chien, comme on veut, le 4 avril 2006. 3 cartouches de gros gibier, c'est celle qui arrache la tête. J'ai commencé à écrire, il était en vie, j'ai terminé d'écrire, il était mort, et j'ai fait ce livre exprès. Moi, dans le livre, je m'appelle Antoine, je suis un luthier, je ne voulais pas être un journaliste, il ne faut pas ça intéressant les journalistes. Dans un roman, c'est pas intéressant. Et lui, Antoine, je l'ai vieilli. Dennis, pardon, je l'ai appelé différemment, je l'ai appelé Tyrone. Tyrone, c'est l'un des comtés d'Irlande du Nord
Donc je lui ai donné le nom de l'un de ses comtés, Tyrone, et je l'ai vieilli pour en faire un personnage plus paternel que mon copain. Et moi, pourquoi j'ai écrit ce premier livre qui s'appelle Mon traître? C'est parce que j'espérais qu'en écrivant ce livre-là, mon deuil serait fait, mon deuil de mon amitié pour lui, mon deuil de la colère, mon deuil du désarroi. Être trahi, c'est quelque chose qui vous laisse sur le flanc, qui vous laisse complètement écrasé, vous n'avez plus confiance en rien, en personne. Lorsque vous avez été trahi, vous regardez une salle, vous regardez une table et vous demandez où est le traître, où est-ce qu'il se cache le prochain, et comment est-ce qu'on va me trahir encore une fois, et qui ça va être. J'ai écrit ce livre en espérant que mon deuil serait fait, le deuil de ma rancœur, et j'ai raté. C'est-à-dire que ce livre-là est sorti, ce livre-là a été fait, même ma rancœur, elle était intacte, et ma colère était intacte. Colère contre moi plus que contre lui. Parce que c'est incroyable de vivre 20 ans avec quelqu'un et tout d'un coup de se rendre compte qu'on n'a rien vu du tout, qu'on n'a rien senti du tout. C'est brusquement le traître, on se rend compte que c'était le plus sympa de tous, le plus drôle de tous, le plus malin. C'est celui qui vous disait, si un jour tu as un problème, un souci, un doute, viens me voir, demande-moi. C'est le traître, c'est le copain, mais imaginez-vous ça, le traître c'est le copain ou la copine la plus proche et la plus formidable. Et brusquement c'est celle qui vous voulait du mal ou celui qui vous veut du mal. C'est bouleversant. Donc j'ai écrit Mon traître et ça n'a pas suffi. J'avais cette même tristesse en moi et je n'arrivais pas à évacuer cette histoire. Je n'arrivais pas à refermer cette tombe. Donc je me suis dit maintenant ce qu'il me faut, c'est me mettre à sa place. C'est très compliqué de se mettre à la place de celui qui vous a fait du mal. C'est une démarche littéraire, c'est une démarche humaine, c'est une démarche psychologique, et en même temps, c'est une démarche qui est très paradoxale. Ça peut paraître fou de vouloir être celui qui a fait du mal. Donc j'ai écrit Retour à Killybegs. Pourquoi Killybegs? C'est le village, c'est le petit port d'Irlande dans lequel j'ai fait naître mon traître, dans le roman. Et cette fois-ci, c'est lui qui parle. Donc dans Mon traître, dans ce roman qui s'appelait Mon traître, c'est le trahi qui parle, le français, Antoine, qui explique comment est-ce qu'il a été trahi et qui pleure à longueur de page jusqu'à en devenir absolument dégoûtant, obscène et insupportable. Antoine a fini par m'insupporter. Sa tristesse a fini par m'insupporter. Je ne supportais pas d'être comme ça, le ventre à l'air en train de me plaindre. Ce qu'il me fallait, c'était mon traître. Ce qu'il me fallait, c'était mettre dans la peau du traître. Retour à Killybegs, c'est mon ami, c'est mon traître. Donc je le fais vivre de sa naissance jusqu'à sa mort, je le suis. Et je suis devenu lui. Donc dans le premier roman, on vit avec le français et l'irlandais tient toute la place. Parce que c'est celui qu'il aime, c'est celui qu'il regarde et c'est celui qu'il trahit. Dans Retour à Killybegs, c'est l'irlandais qui parle, le français tient une toute petite place. Ce petit français, Antoine, moi, dans cette histoire-là, dans cette histoire de l'Irlande, dans l'histoire de cet ami, j'ai pas une grande place, moi. Je me suis donné une place énorme, mais en fait, et c'est ça que je voulais voir, en fait, par ses yeux à lui, je suis minuscule, je suis rien du tout, je suis une mouche, un touriste, un passant, rien du tout. Et j'avais besoin de ce recul-là, j'avais besoin de cette violence-là, c'est-à-dire me sentir même minoré dans les yeux de la personne que j'aimais tant, j'avais besoin de ça pour que, effectivement, à un moment donné, le deuil soit fait. Donc, Retour à Killybegs, c'est un travail de deuil, en même temps c'est un travail d'autocritique sur le petit français. Et le plus difficile dans ce livre, et ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que j'ai habité la peau d'un traître. Ça ne peut pas être Denis, je n'ai pas pu interroger Denis, puisqu'il était mort. Donc mon problème, c'est quoi un traître? Comment ça fonctionne, un traître? Comment ça vit? Comment ça pense? Comment ça parle? Comment ça se comporte en société, un traître? Et donc ce que j'ai fait, moi je sais, en ayant suivi des combats, des conflits, en ayant été dans des guerres, en ayant vu des soldats admirables lâcher, trahir, et des petits soldats de rien du tout devenir des héros absolus, je sais qu'on a tous dans nos ventres un trahi et un traître. Tous. On a tous un trahi et un traître. Le problème, c'est qu'on fait parler lequel, et on lutte toute notre vie contre lequel. On a tous dans nos ventres quelqu'un de bien et un salaud. Tous. Le problème, c'est qui parle et à quel moment. Et la guerre, c'est un moment où quelque chose sort du ventre qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne connaissait pas. Et donc, pour écrire ce livre-là, je suis allé chercher au fond de mon ventre, au fond de moi,
le traître. Et donc moi, j'ai sorti le traître qui était au fond de moi. Quand j'écris retour à Achille Beggs, quand je deviens Tirone Mihan, ce personnage que j'ai créé de toute pièce, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, toute la façon qu'il a de se comporter dans la société, lorsqu'il est applaudi par des gens qui ne soupçonnent pas, lorsqu'il est aimé par des gens qui ne savent pas, tout ça, ça vient de moi. Et la douleur de l'écriture de ce livre-là, c'est que j'ai fait parler les salauds qui étaient en moi. Et ça, c'est d'une violence absolue. C'est d'une violence extrême. C'est-à-dire que la démarche littéraire que j'ai faite, la démarche psychologique et la démarche humaine, c'est d'aller au fond de moi puiser ce qu'il y avait de pire pour écrire ce livre-là. Donc je suis le traître. Et en même temps, ce que je voulais, moi, c'est que ceux qui lisaient ce livre-là, et ça pour moi c'était fondamental, que ceux qui lisaient ce livre-là sachent qu'un traître, on ne naît pas traître, on le devient. Et qu'un traître, ça peut être n'importe qui. Un traître, ça peut être une fille bien ou un type bien qui baisse les bras. Un traître, ça peut être de la peur, ça peut être de la lâcheté, ça peut être de la fatigue. Tout le monde peut devenir un traître. Et je voulais ça. Donc moi, ce que je voulais, c'est pas que ce traître, Tirone Mihan ou Denis, je veux pas qu'on le pardonne. Je veux même pas qu'on le comprenne. Je veux simplement qu'on le juge pas. Et donc ce livre-là, c'est pour ne pas qu'on juge. Et moi, ce qui me touche, c'est que grâce à ce livre, j'ai été finaliste au concours. Et parce que j'étais finaliste au concours, j'étais sur le concours des lycéens. Donc j'ai vu des centaines et des centaines de lycéens avec ce livre-là. Et à chaque fois, je leur disais, je leur demandais, vous auriez fait quoi, vous, à sa place? Parce que s'il trahit Tirone Mihan, c'est parce que les Britanniques l'ont enfermé dans un piège. Parce qu'il a fait une erreur extrêmement grave. Il aurait pu avouer cette erreur, il n'y avait plus de piège, il n'y avait plus de trahison, il n'y avait plus rien. Ou alors, il aurait pu se taire. Et il s'est tu. Et donc les Britanniques ont mis en place un piège parce qu'il s'est tu. Et moi, ce que je demandais aux jeunes, c'était, et vous auriez fait quoi à sa place? Et ma peur absolue, vraiment, j'avais peur que quelqu'un me dise, ouais, moi je crois qu'à sa place, j'aurais avoué, parce que moi je suis pas un traître, etc. J'avais peur de ça. Mais heureusement, tous ceux qui l'ont lu m'ont dit, je ne sais pas, monsieur, ce que j'aurais fait. Et le but de ce livre, c'est justement qu'on ne sache pas ce qu'on aurait fait, parce qu'on ne sait pas. Et donc, lorsque tous ces jeunes que j'ai vus m'ont dit, eux, parce qu'on vit aujourd'hui en 2012, parce qu'on vit en France, parce qu'on vit en paix, parce qu'on cache dans nos ventres, parce qu'on n'est pas dans des moments de choix mortels, et ben je trouve que la seule chose raisonnable de dire, c'est je ne sais pas ce que j'aurais fait. Quand j'entends des gens dire, moi, en temps de guerre, je pense que j'aurais été ci, j'aurais été ça, qu'est-ce qu'on en sait, ce qu'on aurait été? Des gens très bien sont devenus des salauds, et des gens épouvantables sont devenus des héros absolus. On ne sait pas. Donc ce livre-là, pour moi, quand j'ai écrit Mon traître, j'ai fait un trou dans le sol. Et j'ai mis mon copain, j'ai mis mon amitié. Et avec Retour à Achille Beggs, j'ai fait une pierre tombale. La tombe, elle est refermée. Le deuil, il est fait. Sachez que j'ai pu écrire une ligne. J'ai rendu ce livre-là il y a 3 ans. J'ai pu écrire une ligne depuis 3 ans. C'est pas grave. Peut-être que je ne réécrirai plus. Peut-être que je réécrirai. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est le genre de livre que... Il y a des auteurs qui écrivent un livre par an ou un livre tous les 6 mois. Moi, après ce livre-là, je suis sur le flanc, je suis fatigué. D'abord parce qu'il faut se reconstruire. Lorsqu'on a été trahi, il faut se reconstruire. Il faut apprendre à refaire confiance aux gens, il faut apprendre à les aimer et à les écouter. J'en suis pas encore là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le livre, c'est par retour à Achille Beggs, en fait, c'est bloqué à Achille Beggs. Je suis bloqué. J'arrive plus à revenir, je n'arrive plus à reprendre pied. Donc je ne sais pas si je réécrirai, si j'ai réécrit un jour, je viendrai vous voir, j'espère. Mais en tout cas, je ne suis pas de ces auteurs qui écrivent comme ils respirent ou comme ils boivent du jus d'orgeat, du sirop d'orgeat. Chaque fois que j'ai écrit un livre, ça m'a asséché, et ce livre-là m'a rendu absolument exsangue. Parce que c'est le livre de l'amitié, parce que c'est le livre de l'amitié saccagée, parce que c'est le livre de la trahison, et parce que c'est un livre dont on ressort épuisé. Mais il y a une chose qui me fait un plaisir fou. C'est que, après le premier roman, j'en voulais vraiment. J'en voulais de lui avoir donné mon amitié. Je me trouvais complètement débile. Comment j'ai pu, pendant 20 ans, lui donner mon amitié à ce salaud-là? Et maintenant, je suis fier de... Vraiment, après Retour à Achille Beggs, je suis fier. Fier de leur donner mon amitié, ma confiance, mon respect, tant pis.
il a saccagé, il a foutu tout en l'air, il a foutu en l'air tout ce qu'on lui a apporté tous. C'est-à-dire que, imaginez-vous que nous avons porté des cercueils ensemble de gens morts, c'est probablement par sa faute qu'ils sont morts. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Tant pis. Ce que je lui ai donné, maintenant, après retour à Philippe, maintenant que j'ai été lui, maintenant que je me suis mis dans sa peau et dans sa vie, ce que je lui ai donné, je ne le regrette pas. Et je suis fier d'avoir eu pour ami quelqu'un, et tant pis si c'était un traître. C'est plus mon problème, c'était le sien. Et maintenant, la tombe, pour moi, elle est close. Voilà. Maintenant, j'ai toutes les questions et toutes les réponses que vous pouvez souhaiter poser. La première est dure, mais après, ça va aller, quoi. Oui. Je voudrais aussi parler de... pendant que vous avez été journaliste, comment est-ce que l'expérience acquise dans votre métier de journaliste, ça a su vous aider pour écrire un livre, pour décrire la guerre et aussi la haine, enfin, notamment cette clause Barbie Alors, mon expérience de journaliste là, ça m'a pas tellement aidé sur ce livre-là, puisque ce qui m'a aidé, c'est le fait que tout est vrai. En revanche, pour d'autres livres, un journaliste, c'est quelqu'un qui écoute et qui regarde énormément. Donc moi, mes petits carnets de notes sont toujours coupés en deux. C'est ce et je l'ai écrit dans la légende de nos pères. C'est-à-dire que tout ce qui est sur la page de droite, c'est tout ce qui est utile au journal. Ce que j'entends, ce qu'on me dit, les conférences de presse, ce que je vois, et tout ce qui est sur les pages de gauche, c'est ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis. Et le roman est fait de toutes ces pages de gauche. J'ai un exemple qui me touche. On m'avait demandé de faire l'interview d'un jeune professeur, un jeune maître des écoles, qui venait du nord de la France et qui prenait pour la première fois son premier poste en Bretagne. Il n'est pas breton, il est paumé, il est dans un tout petit bled. Et il commence à m'expliquer qu'il est très fier d'être ici, etc. Et donc tout ça c'est sur la page de droite. Et sur la page de gauche, je regarde son pull qui avait un trou, je regarde comment il tremble, je regarde toute sa peur qui n'a rien à voir dans un journal. Cette peur-là, la peur d'un jeune homme qui arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, qui ne sait pas s'il va être admis ou pas, s'il va être rejeté ou pas. Ça pour moi c'est la page de gauche. Et toutes ces pages de gauche, toutes ces peurs, toutes ces sensations, tous ces sentiments, je m'en sers pour faire des romans. Mais pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit ce jour-là, à ce moment-là, ça me sert pour mon journal. Donc le journaliste que je suis, j'écoute et je regarde. Je sais qu'un jour ça pourra servir. Un exemple. Dans un roman que j'ai écrit, qui s'appelle Une promesse, il y a une lampe marine qui est une lampe qu'une femme met au bord de la fenêtre pour que son mari, ça se passe à Groix, les Groisillons, il n'y a pas de Groisillons ici, il n'y a pas de Breton, mais en tout cas pour que son mari, le pêcheur, retrouve toujours la route de la maison. Et évidemment en mer, il ne verra pas la lampe, mais en tout cas elle le fait pour que s'il est perdu en mer un jour, il retrouve la route de la maison. Je faisais une interview de la présidente de la République irlandaise, et en Irlande, dans sa demeure, il y a tout en haut, sur le faîte de la maison, une lampe allumée face à la mer, pour que les immigrants irlandais de tous les pays du monde sachent que la maison est là s'ils veulent rentrer. Cette histoire de lampe, je n'ai pas trouvé de place pour le journal. Quel rapport avec l'interview de la République, de la présidente sur l'économie irlandaise? Aucun. Mais je savais que cette lampe-là, comme ça, je m'en servirai un jour. Donc je l'ai mis sur la page de gauche et je m'en suis servi dans un roman. Voilà. Oui. Non. On l'a su en décembre 2005, il a été assassiné le 4 avril 2006, donc il s'est passé 4 mois. Et on devait se voir
Et, et la mort a été plus rapide. Mais quand j'ai écrit les 2 livres, Mon Trêve et Retour à Quilibec, dans ces 2 livres-là, le petit français c'est moi, parce que je suis petit français, pas grand. Le petit français et l'irlandais peuvent se voir une dernière fois. Donc, tout ce que je voulais lui poser comme question, grâce au roman, je lui pose. Et je vous jure que de temps en temps, je ne sais plus si j'ai vécu ça ou si c'est du roman. C'est-à-dire que quand j'ai écrit cette scène, je sais tellement que ça se serait passé comme ça, c'est-à-dire que moi je serais allé le voir, la seule question que je pouvais lui poser, qui était possible, c'était pas lui dire pourquoi tu as trahi ton pays, je suis pas irlandais, j'ai pas le droit. Je pouvais pas lui dire, mais la seule question que je pouvais dire, c'est est-ce que nous, notre amitié, est-ce qu'elle était vraie? C'est tout ce que je pouvais lui demander. Et je sais qu'il n'aurait pas répondu. Et je sais qu'il m'aurait dit, mais tu as traversé la mer d'Irlande, tu as traversé toute l'Irlande pour me demander ça. Est-ce que notre amitié est vraie? Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Et donc cette scène-là, elle est dans ces 2 livres-là, parce que écrire un roman, ça peut être aussi, c'est la possibilité aussi d'interroger un ami mort, de le faire parler par-delà la mort. Mais en tout cas, entre le moment où on a su qu'il avait trahi et sa mort, à part sa femme, personne ne l'a revu. Il était reclus dans une maison en Irlande et il attendait la mort. Et pour ceux qui lisent Retour à Quilibec, vous verrez l'épilogue, les 2 pages d'épilogue à la fin, je rends à Tyrone Meehan la vraie mort de Dennis. Il est mort comme ça, et ses tueurs, ceux qui l'ont tué, disent il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas imploré, il n'a même pas eu l'air surpris de nous voir. Il a essayé de courir un tout petit peu, il est tombé, il était à terre lorsqu'ils l'ont exécuté. Il savait qu'il allait mourir. Depuis le premier jour où il a trahi, dans les années 80, il savait qu'il était mort. L'homme que j'ai aimé, l'homme que j'ai suivi pendant toutes ces années, l'homme avec qui nous avons bu des coups, on a chanté dans la rue, etc., cet homme était un mort en sursis. Alors, comme on a su qu'il avait trahi, ce sont les Britanniques qui s'en sont chargés. C'est-à-dire, ça paraît très paradoxal. Les Britanniques l'ont utilisé pendant toutes ces années parce qu'il y avait la guerre. C'est toujours intéressant d'avoir un traître parce qu'on sait ce qui se passe dans le camp ennemi. Et quand le processus de paix a commencé, quand l'IRA, donc les républicains irlandais, ont été admis à la table des négociations, le traître ne servait plus à rien du tout puisque il n'y avait plus de guerre. L'IRA avait déposé les armes, il n'y avait plus d'attentats, il n'y avait plus de bombes. Les gens négociaient. Et les futurs chefs de l'IRA allaient devenir les ministres d'aujourd'hui. Alors à quoi peut servir un traître lorsqu'on l'a utilisé pendant 20 ans, et lorsqu'on a envie quand même de déstabiliser le camp ennemi? On veut lui faire la dernière petite crasse, le dernier truc en partant, la petite bombe qu'on laisse. Eh bien on le trahit. Donc les Britanniques ont dit au mouvement républicain irlandais, vous avez quelques traîtres chez vous, vous les trouverez, mais il y en a un en tout cas qu'on vous donne tout de suite, il s'appelle Dennis Donaldson, les autres, débrouillez-vous, au revoir. Et ça, c'est d'une violence incroyable, c'est-à-dire que ils ont balancé leur propre traître pour déstabiliser la communauté républicaine, pour inoculer un poison, parce que je peux vous dire que pendant un an, pour tous les républicains, qui étaient les autres traîtres? Donc ils sont tous, tout le monde s'est soupçonné pendant un an. Et ça a été un poison incroyable. Donc c'est comme ça qu'on l'a su, c'est parce qu'il a été trahi par ses maîtres. Non, c'est-à-dire que Dennis, dès qu'on a su, l'IRA, donc son armée, l'a interrogé et il n'a pas parlé. Il a été interrogé pendant 3 jours et il a simplement dit: je suis un agent britannique, j'ai été payé pour ça. Mais payé, c'était vraiment les deniers de Judas, c'était rien, c'était à peine de quoi se payer le bus. Mais en tout cas, il était payé pour ça. Et il n'a pas dit pourquoi il avait trahi, il n'a pas dit depuis combien de temps il avait trahi,
il n'a rien dit du tout, il a simplement dit c'est quelque chose que je garde pour moi. Donc, Denis, comme Tirone Mihan, dans Mon traître, part avec son secret. Mais dans Retour, Achille Beggs, comme c'est lui qui nous raconte son secret, nous le connaissons. Excusez-moi, vous l'avez inventé, la raison Non, c'est l'une des 5 raisons probables et c'est la plus probable. Donc cette raison-là, c'est la plus probable. La raison du piège, une erreur militaire, c'est la plus probable, sauf que il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que moi j'ai vieilli mon héros qui a 81 ans lorsqu'il meurt, Denis est mort à 55 ans, ce qui fait que lorsqu'il a commis cette erreur militaire, il avait 17 ans. C'est autre chose. C'est un enfant. Pas un enfant, je m'excuse, c'est un jeune, disons. Et donc, pour vous, le sentiment premier, c'était l'orgueil. Alors, je ne sais pas si c'est par orgueil qu'il a fait ça, parce que c'est un mot que je vous demande de le suivre et de le voir faire, mais je ne mets pas de mots sur les sentiments. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné où il aurait eu le choix d'avouer ou de ne pas avouer, et selon ce que l'on sait, il n'a pas avoué. Maintenant, je vous rappelle, c'est un roman. Donc je ne vous dis pas que c'est exactement pourquoi Denis a trahi, je vous dis que c'est pourquoi Tirone Mihan a trahi. Mais en tout cas, seuls les Britanniques savent, seuls eux ont les dossiers, mais c'est ce qui lui ressemble le plus. Ça ne peut pas être l'argent, ça ne peut pas être autre chose, ça ne peut pas être le luxe. On passait notre temps à lui acheter des choses, donc c'est pas ça. La seule raison, ça doit être une raison qui s'apparente à ça, d'autant qu'effectivement, il a été dans son ghetto attaqué par les unionistes et les loyalistes nord-irlandais en 69, il l'a défendu, ils étaient deux, il y avait une arme, lui avait une arme, l'autre avait une arme, celui qui avait le deuxième est mort, apparemment touché dans le dos, tout coïncide. Voilà. Mais c'est un roman. C'est très pratique, un roman, on peut se cacher derrière. Parce que, par exemple, le luthier, Antoine, il s'engage à un moment donné. Il s'engage, ça veut dire qu'il aide les républicains. Et moi, quand je suis interviewé en Angleterre et qu'on me dit « Et vous êtes quoi par rapport à Antoine ?» Je répète, c'est un roman. Et je n'en réponds pas. J'ai un joker. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas luthier. Et si j'ai pris les luthiers, c'est parce que je vis dans le quartier de Rome, pas loin, et qu'il y a un petit luthier qui est à côté de chez moi, c'est Geppetto. Et je suis allé le voir et je lui ai demandé si je pouvais m'installer quelques jours avec lui pour voir comment il travaillait et qu'il m'explique. Il m'a dit d'accord. Parce que si vous prenez un personnage comme ça, il faut qu'il soit crédible. C'est pas possible que vous preniez un luthier comme personnage d'un roman et que les luthiers qui lisent ce roman, ils se marrent, quoi. C'est pas possible. Il faut pas qu'il y ait d'erreur, il faut que ce soit rigoureux. Et que les violonistes se marrent aussi. C'est pas possible. Donc lorsque vous incarnez un roman, un personnage dans un roman, il faut, avant de commencer à écrire, il faut que vous maîtrisiez totalement le personnage. Si c'est un marin, il faut maîtriser la marine, il y a beaucoup de travail en amont, comme ça, et c'est... Mais Tyrone subit quand même beaucoup d'épreuves. Alors, Tyrone subit beaucoup d'épreuves, comme tous les Irlandais, mais J'ai l'impression que ça peut expliquer aussi. Oui, mais ça, c'est chacun a sa grille de lecture après. Par exemple, et ça c'est une chose que je ne dis pas, alors je ne sais pas ce qu'on fait des enregistrements, mais c'est un truc que je ne dis pas dans la presse, que je ne dis pas à la radio, je ne dis pas à la télé, que je ne dévoile pas parce que c'est ma sphère intime. Vous verrez que pour ceux qui liront Retour à Achille Beggs, vous voyez que Tirone Mihan était un enfant battu, violemment. C'est faux. Denis n'a jamais été battu, c'était moi. Donc moi, pour incarner Tirone Mihan, j'ai pris dans mon enfance des douleurs qui me sont propres. Et c'est parce que j'ai pris dans mon enfance des douleurs qui me sont propres que brusquement je me suis senti proche de ce personnage-là. Mais quand des gens me disent « Oui, ce traître, en même temps, son père le battait », on comprend bien pourquoi est-ce qu'il a trahi. Je dis « Ben non, c'est pas exactement ça l'histoire. C'est pas ça du tout même. » Denis n'a jamais été battu par son père. Mais lorsque vous êtes auteur et quand vous rentrez dans un personnage, il faut qu'il ait des morceaux de vous. Il faut qu'il vous ressemble quelque part. Autrement, s'il ne vous ressemble pas du tout, en rien du tout, ça va sonner toujours faux quelque part. Toujours. Tandis que si vous prenez quelque chose qui est à vous et que vous lui offrez,
ça peut faire le socle pour qu'il soit crédible. Est-ce qu'il y a un moment dans l'écriture du dernier livre, là, vous avez eu l'impression que quelque chose vous échappait, justement, vous disiez par rapport à la du personnage, est-ce qu'à un moment vous avez senti que quelque chose qui s'imposait à vous? Ce qui m'échappait, c'est... La question était, est-ce que quelque chose m'échappait au fur et à mesure de l'écriture? Ce qui m'échappait, c'est que je prenais connaissance avec terreur de ce qui me hantait, quoi. Donc lorsqu'on fait parler son propre traître, brusquement, il y a des choses qui vous submergent. Et tout le travail maintenant, c'est de le faire taire, c'est de le renvoyer d'où il vient, des enfers. Et comment vous avez fait pour faire ressentir cette violence en vous? Je l'ai cherché. Ça a pris 2 ans. Oui. C'était très dur. Oui. Est-ce qu'après avoir écrit ce livre, vous serez capable d'écrire une autobiographie ou que ce soit un roman qui est vraiment, je ne sais pas, Je sincèrement, dans un roman, il y a toujours des petits morceaux du romancier. C'est comme un yaourt aux fruits avec des morceaux de fruits. Donc dans le roman, il y a des morceaux dessus qu'il a écrit. Donc il ne ressemble pas forcément à ça, mais il y a des petits bouts quand même. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse maintenant un roman qui n'ait aucun rapport avec moi. J'en suis incapable. Là, pour l'instant, j'en suis absolument incapable. Il y a un roman qui me hante, et on en a parlé, je crois, la dernière fois. Moi, je suis... il y a quelque chose que je n'ai pas réglé, hors l'Irlande. Il y a quelque chose que je n'ai pas réglé dans ma vie, c'est le passage de la guerre à la paix. Je n'ai pas réglé ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes correspondant de guerre, comme lorsque vous êtes soldat, ou même lorsque vous êtes humanitaire, ou lorsque vous êtes... En tout cas, quand vous êtes confronté à la guerre, à la vraie guerre, vous laissez des morceaux de vous partout, des lambeaux partout. Vous revenez chaque fois amputé de quelque chose. Ça ne se voit pas, c'est sans blessure apparente, mais en tout cas, il vous manque des trucs. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai vu tellement d'enfants morts au Liban, en Afghanistan, tellement que je ne me couche pas la nuit sans aller toucher leur torse pour voir si elles respirent ou pas. C'est-à-dire, je vis tellement avec la mort que c'est tellement quelque chose qui me hante que je suis obligé chaque soir de vérifier si mes enfants sont vivants ou pas. Je ne peux pas dormir sans ça. J'ai envie de travailler sur ce thème-là, sur le passage de la mort à la vie, de la guerre à la paix, mais en faire un roman, une fois encore. Ce ne sera pas un journaliste. Je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas comment je ferai, mais je pense que le prochain, si je viens vous voir avec un livre un jour, je pense que ça sera autour de ça, autour de la... Qu'est-ce que ça fait de retourner en paix? Parce que ce qui est terrible lorsqu'on vit avec la guerre, quand on est dans des lieux de guerre, dans des lieux ultimes, c'est que, et c'est terrible ce que je vais vous dire, et j'en ai une conscience absolue, c'est que beaucoup de gens rentrent en paix et ils s'emmerdent. Parce que brusquement, ils trouvent que tout est vain. Quand tu reviens d'une guerre où tu as assisté à des combats très violents, à des morts partout, que tu arrives ici et que tu vois une manifestation de syndicalistes pour les 4,50 €, tu te dis mais à quoi ça rime? Or c'est une erreur. Parce que ces syndicalistes qui font une manifestation pour les 4,50 €, ils ont raison. C'est eux qui comptent. Mais toi, tu es complètement déphasé. Tu ne sais plus ce qui compte ou pas. Tu ne sais plus ce qui est important ou pas. C'est là-dessus que j'ai envie de travailler. C'est sur la difficulté, quand tu as été en guerre, de revenir en paix. Comment tu vis en paix. Comment tu acceptes que les petits problèmes de la paix soient nos problèmes quotidiens à tous, les problèmes normaux. Et pas rester en guerre tout le temps. Pas rester en guerre tout le temps. Donc il se peut que je travaille sur ça. Je ne sais pas quelle peine ça va prendre, quelle forme ça va prendre, mais je n'ai pas réglé ça. Mon problème irlandais avec Dennis, il est réglé. Mais ce problème de... J'ai laissé des morceaux de moi, comme tous ceux qui étaient avec moi, partout. Il y en a au Liban, il y en a en Palestine, en Afghanistan, il y en a partout. Des bouts de moi qui ne reviendront jamais, qui me manquent. Ça, j'ai envie d'écrire là-dessus. Quand plus on rentre de guerre et plus on s'apparente de moins en moins à la chair et de plus en plus à la pierre. Nous sommes des pierres.
En Irlande, oui, j'y retourne. J'y retourne sans cesse, je suis le seul qui puisse en parler en fait. Parce qu'eux sont beaucoup plus près que moi. Donc si on prend Dennis, il s'appelait Dennis. Quand il a trahi, les gens l'ont appelé Donaldson, par son nom de famille. Et plus ça allait, plus le temps passait, et il l'appelait cet homme, that man, or this man, ou même the man, l'homme. Et maintenant, on prononce plus son nom. Donc quand j'en parle avec les gens, j'ai énormément de mal, parce que moi je dis Dennis, et on me dit Dennis qui, Dennis who? Je dis Donaldson. On me dit, je vois pas. Donc c'est extrêmement dur d'en parler. Mais je comprends, c'est-à-dire que moi, c'est terrible ce que je vous dis, mais je suis dans une douleur périphérique. Je suis pas au cœur de la trahison. Je suis un copain trahi, je suis pas un soldat trahi, je suis un copain. Donc même si c'est un ami, et je suis en marge je suis un touriste français, même si pendant 20 ans nous étions proches, je ne suis pas de ceux qui ont souffert dans leur sang de la trahison. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est dans Retour à Killybegs, c'est l'un des plus beaux personnages, sa femme, que j'ai appelée Sheila dans le livre. Et c'est une femme qui, évidemment, comme tout le monde, ne sait rien. Et vers la fin du livre, elle me dit une seule chose, c'est ne me dis rien, ou parle-moi, mais ne me mens pas. Tout ce que je te demande, c'est de ne me mens pas. Ne me dis rien, je l'accepte, mais ne me mens pas. Et ce qu'elle lui demande toujours, c'est qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et dans le livre, jusque dans son cercueil, elle tape sur le poids du cercueil et elle lui demande qu'est-ce que tu nous as fait? Elle sait pas en fait. C'est vraiment passé. Non. Il semblerait qu'il lui ait dit quelque chose qui n'est pas, c'est pire que tout, qu'il n'est pas convaincu. Il est seul, il est parti avec son secret absolument seul. Personne ne sait. Après ces deux livres, oui. Mais au début, je sais pas, imaginez-vous que l'on vous trahisse. Ta première impression, c'est pas ah là, il m'a trahi, je l'aime, quoi. C'est un peu compliqué. Hein. Et après tout le travail que tu fais sur toi, il m'a trahi, je vais donner mon amitié, il a trahi, tant pis pour lui. Mais au début, non. Je veux dire, au début, j'étais dans la sidération. Et ce qui m'a fait peur, j'ai eu peur que ça abîme mon rapport à l'Irlande. Et en fait, non, ça a abîmé mon rapport à l'amitié. Maintenant, je crois plus maintenant. Quand un copain me dit on se va demain, je dis ouais, et je suis sûr qu'il ne va pas venir. S'il vient, c'est une bonne nouvelle. S'il ne vient pas, c'est normal. Donc c'est le travail que je dois faire maintenant, c'est sur la reconstruction par rapport à l'amitié, par rapport à la parole, par rapport à toutes ces choses-là, qui nous sont instinctives, mais une fois que l'on te trahit de façon aussi proche, brusquement tu ne crois plus rien du tout, mais plus rien du tout. Et la difficulté, c'est de te remettre à croire. Et si un copain dit je t'aime bien, ou une copine dit je t'aime bien, ne pas immédiatement rire de ce qu'elle dit, de ce qu'il dit en disant c'est ça, oui. C'est ça. Et y croire. Jusqu'à la trahison prochaine. Mais une comme ça dans une vie, ça, c'est simplement suffisant. Mais ce qui est important, hein, parce que c'est que heureusement que j'ai pu écrire ces livres-là. Heureusement. Alors, je pense que j'aurais été peintre, je pense que je les aurais peints. Je pense que j'aurais été nageur, je pense que j'aurais nagé des kilomètres jusqu'à ce que j'en crève. Mais heureusement, j'ai pu mettre ça en mots. Tout le monde n'a pas pu le faire. Mais ça, écrire, ça peut être aussi ça. L'obligation d'écrire, l'urgence d'écrire, ça peut être aussi dicté par des choses comme ça. C'est pas simplement, tiens, si je faisais un roman. Heureusement d'ailleurs.
Si, il y a des... maintenant, il y a des débriefings de guerre, mais à mon époque, il n'y avait pas trop. Et moi, j'avais pas envie. Je préfère essayer de me débrouiller seul, ce qui est une erreur, mais j'avais justement, il y a eu un très, très joli film qui s'appelait Sans blessure apparente, où j'étais interviewé avec d'autres, et on parlait justement de ces blessures de guerre qu'on ne voit pas. Il y a des copains qui sont rentrés avec une jambe en moins, avec un bras en moins, d'autres ne sont pas rentrés, et d'autres qui rentrent apparemment normaux, et qui ne le sont plus. Donc ça, maintenant, il y a des cellules, comme on dit, des cellules psychologiques où on vous parle. Mais à l'époque, on rentrait, puis on se débrouillait. Et ce qui est terrible, quand on rentrait de guerre, c'est un truc que tout le monde connaît, notamment les anciens combattants qui connaissent ça, mais par cœur, c'est qu'au début, tu intéresses les gens, puis après, tu les emmerdes. C'est-à-dire qu'au début, c'est « Ah, tiens, sors, je rentre de je sais pas où », invitons-le à table, il va nous parler de ce qui se passe. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te répètes et tu parles de ça en boucle et tu te coupes des gens. Donc après, non seulement tu n'en parles plus, tu gardes tout pour toi et tu t'isoles. Donc non seulement tu as laissé des lambeaux partout, mais tu ne peux même pas en parler avec les gens qui restent. Tu en parles une fois, 2 fois, puis au bout d'un moment, c'est comme si quelqu'un avait un hobby absolu qui ne parle que de ça, les gens s'en vont, s'écartent, c'est normal. La douleur de la guerre, c'est quelque chose qui énerve les gens et qui fait que les gens partent. Oui. Alors c'est la dernière question, parce que là on va céder de l'amphithéâtre. Ou bien on garde et puis on se défend avec les armes d'armement, mais ça ne me dérange pas du tout. Je fais ça. Alors une dernière question. Oui. Alors, j'ai pas voulu être journaliste pour être confronté à la mort, mais il y a un truc, moi je veux être là où les choses se passent. Je suis un malade j'ai envie d'être là où les choses passent, je veux dire, en ce moment. Pour être extrêmement clair, là j'aimerais être en Syrie, où j'ai beaucoup été, il se trouve que je suis interdit en Syrie. J'aimerais être en Syrie en ce moment, mais j'aimerais être aussi, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait une usine en grève, dans une grève dure, etc., j'aimerais être aussi dans l'usine en grève. J'aimerais être avec des marins-pêcheurs sur un bateau, j'aimerais être avec des mineurs, j'aimerais dire que j'ai la passion d'être là où les choses se passent. Et quand c'est la guerre, c'est la guerre. Mais je ne suis pas forcément preneur de tout ce qui se passe en guerre parce que c'est la guerre, mais ce qui m'intéresse dans la guerre, c'est le moment ultime de l'homme, c'est le moment où on passe de l'autre côté. C'est le moment où toutes nos zones d'ombre, elles ressortent. Et moi, lorsque j'étais grand reporter, ça ne veut pas dire reporter de guerre, c'est aller là où les choses se passent. Et quand je me rase le matin en écoutant France Info, je suis malade de ne pas être dans le meeting d'un tel, parce que je veux être là où les choses sont. J'ai envie de les voir moi-même et de les rapporter moi-même. C'est une maladie d'information qui, voilà, j'espère que ça vous touchera un jour, parce que en même temps, c'est extrêmement exaltant, c'est formidable, mais c'est difficile à mettre en place. Je crois que nous sommes Merci beaucoup. Sortez, par en bas.